Ouais, c'est sûr, tu sais, comme je me vois rentrer un jour, mais quand, je sais pas. En fait, il n'y a pas réellement de moment pour rentrer. On part et puis c'est tout. Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kaby. Bienvenue à toi dans l'épisode 3 du podcast Corridor. Je suis ravie de passer cette heure avec toi. Je suis Miss Kaby, une Cori de Montréal qui a pour ambition un jour, très bientôt, de rentrer au Sénégal. Alors aujourd'hui, faut-il rentrer salarié ou entrepreneur? En solo, en couple ou en famille? J'avoue que c'est également des questions que je me pose. Et c'est vrai que ta situation personnelle ou professionnelle peut avoir un impact considérable sur l'expérience qui en découle. Est-ce qu'il y a une formule plus avantageuse qu'une autre? C'est ce que je vais tenter d'explorer avec toi. À tous les coris du monde, merci pour les messages que vous m'envoyez tous les jours. Je les écouterai et j'aurai le plaisir de recevoir en deuxième partie Patrick, un cori de Kinshasa, parti de Montréal. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, c'est parti. Alors, j'ai un avis clair sur la question du jour. Que l'on rentre en solo ou en famille, comme salarié ou entrepreneur, toutes les expériences se valent. Oui, il faut avoir le flair, pister la bonne opportunité, la saisir au bon moment. Mais y a-t-il une formule magique? Non. Par contre, je pense fermement qu'il y a des éléments importants dont il faut tenir compte, histoire de minimiser les expériences désagréables. Parlons du salariat par exemple. Si tu décides de rentrer comme salarié, évidemment, il y a la question du salaire. Dépendamment du domaine dans lequel tu évolues, de tes diplômes, de ton portfolio, ton expertise, ta réputation dans ton milieu, tes relations, bref, tu peux être gâté ou au contraire tomber de haut. Oui, car la différence salariale peut être choquante. J'ai eu l'occasion d'en discuter souvent avec d'autres coris et je remarque qu'il y a un élément capital à prendre en compte, la qualité de vie. Oui, tu es peut-être moins payé, mais ta qualité de vie peut être 2 fois meilleure. Et oui, tu peux être bien payé, mais l'environnement de travail ou la culture d'entreprise dans laquelle tu baignes ne correspond pas à tes valeurs ou à ta personnalité. Et dans ce cas, la réintégration pour toi est douloureuse. Le milieu de travail, que ce soit en Afrique ou ailleurs, est bien particulier et mériterait un épisode à lui tout seul. Si tu penses d'ailleurs que je devrais faire un épisode sur le marché et le milieu du travail au pays, écris-moi ça en commentaire. J'ai déjà tellement d'anecdotes qui me viennent en tête, je suis sûre qu'on va se marrer. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, on est sur un autre plateau de jeu. Tu es seul face à toi-même. Il n'y a pas de faux semblant, pas de bac à sable dans lequel tu es enfermé. Tout part de toi et c'est dans l'entrepreneuriat que tu vas vraiment entrer dans les profondeurs du pays et de ses populations. Ici, tu ne gères pas juste tes collègues ou des fournisseurs, hein. Oui, tu peux vivre cette expérience comme salarié, bien sûr, mais ça ne sera jamais pareil. Le profil d'entrepreneur a tendance à faire meilleure presse, je l'avoue, et bien que je sois une passionnée d'entrepreneuriat, je ne vais pas le présenter comme étant le mode à adopter au risque de bloquer certains d'entre vous. Entreprendre chez nous, entreprendre en Afrique, c'est un véritable don de soi. Et on en a besoin. Pour ma part, je peux recommander un mix des deux. Trouver un bon emploi si cela t'aide à te sentir plus en sécurité et commencer tout de suite à entreprendre. Faire les deux pendant une courte période avant de te consacrer entièrement à ton entreprise. Après, si tu avais déjà ton entreprise en France, à Toronto ou à Bruxelles, tu peux toujours envisager une expansion de ton entreprise dans ton pays. Évidemment, rendu là, on ne parle plus de salariat. Sur le plan personnel, comme son nom l'indique, c'est tellement personnel. Moi, je préfère rentrer en solo, honnêtement. Que je sois célibataire, en couple, en famille, je préfère faire le move en solo. Partir en éclaireur d'abord, avant de ramener ma tribu. À moins qu'on ne quitte en urgence pour des raisons indépendantes de notre volonté, je ne comprends pas, je l'avoue, les couples qui claquent tout et partent sans plan précis. Prenons un moment. C'est l'histoire d'un couple. L'un est entrepreneur et sa femme travaille. Monsieur a des ambitions d'ouvrir son entreprise en Guinée. Il est guinéen,
Madame est congolaise. Alors, il arrive à convaincre sa femme de le suivre en Guinée pour qu'il puisse y monter son entreprise. Ils mettent tout dans un conteneur, ils prennent un appartement à 400 000 francs le mois et voilà monsieur qui commence ses péripéties d'entrepreneur pendant que madame, elle, en fait, je ne sais plus ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle travaillait, je sais plus, mais je crois qu'elle ne travaillait pas. Bref, l'argent commence à s'épuiser. Monsieur est stressé parce que entreprendre, ce n'est pas du chocolat les amis. Madame veut retourner dans sa Belgique, elle tombe enceinte et pour elle, hors de question d'accoucher en Guinée. Les tensions montent. Pour sauver son mariage, il accepte de rentrer en Belgique avec elle. Avec leurs problèmes financiers, les voilà qui vivent chez les parents de madame. Franchement, j'aurais voulu les avoir aujourd'hui pour échanger sur leur expérience, mais tu comprends que ça n'aurait pas été un exercice facile. Combien de couples se sont retrouvés dans ce genre de situation? Auraient-ils pu l'éviter? D'emblée, moi, je te dis oui. Oui, je pense qu'ils auraient pu l'éviter. Je fais une pause parce qu'il est important de dire que ce que je décris ici n'est pas propre au retour au pays, tu sais, mais à toute expérience d'immigration. C'est vrai, on ne se pose pas toutes ces questions quand on quitte l'Afrique pour l'Occident. Dans la plupart des cas, on a juste hâte de partir à la découverte d'autres choses, à l'aventure. On met de côté la météo, la difficile intégration, la perte de repères, la solitude, la qualité de vie, le choc culturel. Non. Tous ces éléments sont mis sous silence et ne brillent que les belles opportunités possibles ici. Par contre, quand il faut rentrer chez nous, en Afrique, nous sommes capables de théoriser pendant des heures et des heures, à faire des calculs rénaux et arithmétiques et à être très critiques, voire condescendants. Le but d'un podcast comme celui-ci est aussi de briser les stéréotypes, de vendre l'expérience africaine afin que tu aies le goût de la vivre de façon consciente. Mais j'ai reçu un message d'une Cori qui a bien voulu nous partager son expérience. On l'écoute. Bonjour, mon nom est Rachel, je suis une Cori de Montréal et je suis présentement en route vers Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis maman de 2 petits garçons et mariée. Mon mari réside présentement au Congo depuis quelques mois déjà et bientôt avec la famille, on va faire le grand saut et on va tous déménager au Congo. Les défis et mes peurs de déménager en famille, j'en ai beaucoup, mais plus au niveau micro, dans le sens où, oui, trouver une maison, trouver une maison, un lieu de résidence, trouver les moyens de transport, etc. Donc tout ça m'inquiète, mais plus ou moins en fait. Ce qui m'inquiète le plus ou les peurs que j'ai, c'est vraiment tout ce qui est au niveau petites choses, comme par exemple trouver une, une bonne, trouver une nounou pour les enfants, comment trouver les petites choses pour la maison. Par exemple, ici, je peux aller au Dollarama, je peux aller à Walmart, je peux aller au Super C, donc je peux aller au supermarché facilement, trouver tout ce qui est nécessaire en fait pour la vie au quotidien. Et là-bas, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, comment je vais m'y prendre. Ils n'ont pas nécessairement des centres commerciaux comme ici ou des supermarchés comme ici. Donc, toutes ces petites choses, c'est ça qui me fait un peu peur. Et aussi, bien sûr, la différence de mentalité surtout. La mentalité occidentale est très différente de la mentalité au pays. Donc, les relations interpersonnelles aussi, j'ai une certaine crainte par rapport à ça. Mais bon, ben, je vais m'y adapter, c'est tout. Je vais apprendre à connaître les gens, les valeurs de là-bas, et les fonctionnements. Et puis, je pense que je vais réussir à m'en sortir. L'objectif, c'est d'entreprendre. Avec mon mari, on est actuellement en train de mettre sur pied différents projets. Donc, je pense que le plan A, en fait, ça va être de lancer une entreprise au pays. Comment est-ce que je me prépare psychologiquement, logistiquement et financièrement? Donc, psychologiquement, j'échange avec des gens qui aspirent à retourner au pays
Et, et aussi avec certaines personnes qui sont déjà retournées au pays, je leur pose toutes sortes de questions en fait qui me viennent en tête. Donc ça me permet de pouvoir me préparer psychologiquement. Et aussi mon mari qui est là-bas, en fait, qui fait la navette en Afrique depuis quand même plusieurs années. Il me prépare aussi, il m'aide à me préparer mentalement pour le retour. Logistiquement parlant, je note absolument tout, toutes les choses qui me viennent en tête, que je me dis, OK, il faudrait qu'on mette ça dans le conteneur, ou bien que je demande à mon mari de vérifier ça. Donc, je prends note de toutes les petites choses anodines, mais en fait, que nous, on considère anodins ici. Je les note parce que je me dis peut-être que au Congo, ça va être difficile à trouver ou il n'y en aura pas du tout. Donc, je devrais le mettre dans le conteneur pour le déménagement. Logistiquement parlant, je note tout ce que j'ai besoin de préparer pour le départ. Et bien sûr, comme mon mari est déjà là-bas aussi, il est en mesure de pouvoir faire vérifier pour moi et tout. Que c'est ça. C'est sûr et certain que la partie financière est le plus stressant parce que déménager toute une famille, surtout dans un pays qui a moins de choses qu'en Occident. En fait, c'est beaucoup plus coûteux, en fait, parce qu'on doit tout amener là-bas. Lorsqu'on parle des meubles de la maison, la décoration, les draps, les assiettes, les verres, les ustensiles, toutes ces histoires-là, en fait, il faut qu'on les amène. Alors que lorsque les gens immigrent vers le Canada, l'Occident, ben, ils viennent pas avec grand-chose. Alors que nous, on doit complètement déménager avec toute notre vie à l'autre bout de la planète. Donc financièrement, c'est lourd, mais en fait, on n'a pas le choix, quoi. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que j'essaye d'investir le plus possible tout l'argent en extra que j'ai pour le mettre de côté et En fait, je me fais un fonds de déménagement. Mon mari et moi, on s'est fait un fonds de déménagement et on calcule les coûts de tout ce que nous aurons besoin, soit la décoration de la maison, inscription à l'école pour les enfants, les assurances, etc. Donc, on fait un costing un peu de tout ce qu'on aura besoin et les coûts nécessaires ou les coûts reliés à ça. Et puis, on se fait un budget. On se fait un budget et puis on se serre la ceinture en vue du départ. Rachel, merci pour ce partage, vraiment. Je comprends tes inquiétudes et j'entends qu'elles relèvent plus du confort que de la sécurité, par exemple. Donc je ne m'inquiète pas plus pour toi. Mais parlons de ce confort, justement. Ce fameux confort occidental dont on a du mal à se détacher. Je l'ai vécu, tu sais, et c'est une réalité. Dans l'épisode 2, une Kori du Cameroun m'en parlait également. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire à la fin de cet épisode. Donc oui, la notion du confort. Il est évident que les marchés et centres commerciaux ne sont pas pareils, Rachel, mais il y en a. L'art congolais est magnifique et nous en avons beaucoup. Nous avons des artisans sur place pour nous faire du sur-mesure, alors que le sur-mesure ici n'est réservé qu'à certaines personnes. Alors je suis sûre que tu pourrais trouver des moyens d'aménager ton petit nid avec du Made in Congo. Et je comprends aussi que tu aies envie de tout emporter, c'est très tentant. On se parlera une fois que tu seras bien installé. J'ai hâte d'entendre la suite de ton histoire. Et s'il te plaît, Rachel, pour la logistique, partage-nous tes notes dans le groupe Facebook du réseau Corridor. Ça servira certainement aux autres coris qui sont dans la même démarche que toi. Tu parles de ton mari qui est déjà sur place et franchement, Rachel, c'est ton meilleur allié. Et je suis ravie d'entendre que vous travaillez en équipe. D'ailleurs, l'époux de Rachel, c'est Patrick et nous allons passer les prochaines minutes avec lui. Je reviens dans un instant. Alors, vous êtes à Montréal, vous avez des idées, des ambitions, des projets. À Montréal, un studio podcast, c'est possible. Un espace photo-vidéo, c'est possible. Un espace de coworking, c'est possible. Un accompagnement en stratégie web d'entreprise, c'est possible. Mais le tout en un seul espace, pas forcément possible. Eh ben c'est faux, c'est possible pour vous. Au Smart Lab, tous ces services sont à votre disposition. Le Smart Lab Montréal a un espace créatif où tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Pour plus d'informations, allez sur le smartlabmtl.com. Bonjour Patrick, tu m'appelles depuis Kinshasa, merci d'être là. Comment vas-tu? Salut Honorine, ça va très bien.
C'est très beau à Kinshasa, donc on se plaît pas. Écoute, j'ai vu un peu le décor paradisiaque dans lequel tu baignes et je suis déjà très jalouse. C'est ça. Mais écoute, Ouais. j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Peux-tu me parler rapidement de ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, tes passions, tes ambitions? Dis-moi tout. Waouh, ça c'est beaucoup de temps, hein. C'est beaucoup de choses. Je pense qu'on va prendre 3 heures à te raconter tout ça. Donc, on va simplifier. C'est Patrick Moulumba. Professionnellement, je suis président CEO de Logix Global, qui est une entreprise basée au Canada, mais nos activités à 90% sont sur le continent africain. Présentement, nous sommes au Kenya, en Côte d'Ivoire et euh, en RDC. Nous travaillons dans le secteur agricole principalement, mais aussi toutes les choses qui tournent autour de l'agriculture, c'est-à-dire l'agrotech, la fourniture d'intrants agricoles, et puis aussi la vente sur le marché international des produits agricoles. Deuxièmement, on fait aussi la construction et la modernisation des villages avec la construction en matériaux durables. Donc, c'est un peu ça ce que Logix fait. Moi, principalement, je suis un enfant de missionnaire. J'ai voyagé un peu partout en Afrique avec les parents. Euh, j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis et ensuite au Canada. Et je peux dire que j'ai fait, au niveau professionnel, j'ai travaillé peut-être 3 ans ou 4 ans et le reste du temps, je suis dans l'entrepreneuriat. C'est un peu ça hein, en cours, quoi. Et quelles sont tes ambitions rapidement avec Logix Global? Euh, et notre mission, en fait, c'est de, de, de participer ou de contribuer hein, à l'indépendance économique en général, et en particulier la RDC. Et nous avons cette ferme croyance que le secteur agricole est le moyen le plus rapide pour le développement socio-économique du pays, pour la création d'emplois et aussi pour l'indépendance économique. C'est un secteur stratégique pour le développement d'un pays. Donc notre objectif euh, à moyen terme, c'est arriver sur 3000 hectares d'exploitation agricole. Nous sommes déjà sur environ 500. En février, nous serons déjà sur 2000 hectares et nous espérons que d'ici fin 2021, nous serons sur 3000 hectares. Une autre chose, c'est faciliter l'accès aux semences hybrides améliorées et aussi conduire la politique au niveau de l'utilisation des engrais biologiques pour notre pays pour éviter les engrais chimiques. Parce que maintenant, il y a des engrais de très bonne qualité qui sont 100% bio, qui font la même production que les engrais chimiques. Donc, c'est un peu ça notre objectif à moyen terme, disons. Nous avons aussi l'objectif à long terme d'installer 2 minoteries, une à Kinshasa et une au Kasaï central, qui va produire la semoule de maïs, la nourriture des bétails, la bouillie fortifiée pour les enfants et aussi la farine de formant pour faire du pain, des gâteaux et consorts. Patrick, Donc, c'est ça. très Ouais. intéressant tout ce que tu me dis. Et ce que j'entends, c'est que tu étais aux États-Unis, que tu étais au Canada, et là maintenant, tu as ton entreprise qui est basée au Oui. Canada, mais tu as des antennes au Kenya, en Côte d'Ivoire, en RDC. En ce moment, tu es à Kinshasa. Donc, j'imagine que à Kinshasa, en ce moment, étant donné que j'ai parlé à Rachel, j'ai écouté en fait l'audio de Rachel, le message de Rachel tout à l'heure. Tu es là-bas sans Rachel et Rachel se prépare à te retrouver avec vos 2 garçons. Comment est-ce que tu appréhendes le retour de ta famille dans ta vie à Kinshasa en Oui. équilibre avec ta vie d'entrepreneur qui doit être très active? Mais ma vie est active, ma vie d'entrepreneur est active partout où je suis. Hein. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Canada ou ici, ma vie d'entrepreneur est très active. Et je pense que j'aimerais bien pouvoir revenir à la maison et puis embrasser mes petits et puis embrasser ma femme.
dans ma vie active continue, mais au moins j'ai un plus avec les enfants et la famille à côté. Mhm. C'est vraiment pas facile la distance parce que mes petits sont 5 ans et 3 ans. Alors ils grandissent vite et puis ils changent vite, les personnalités aussi changent vite. Donc pour moi, comme je suis déjà habitué à être au Congo, à être un peu partout en Afrique, pour moi c'est un gros plus de les avoir avec moi. C'est vraiment ça l'objectif des sacrifices que moi et Rachel ont fait, d'accepter cette distance. Maintenant, pour elle, ça peut être une autre histoire. Hein. Elle a quitté, ça fait très longtemps, ça fait 23 ans qu'elle a quitté, elle n'est jamais revenue. Donc, je pense que ça me stresse un peu pour elle, hein, pas pour moi. Mais ça me stresse un peu pour elle, comment elle va s'intégrer. Elle est très dynamique, très flexible, outgoing, donc elle fait facilement des amis. Donc, je ne pense pas qu'elle aura un grand problème ici. Écoute, dans son message que tu n'as pas encore écouté et que tu écouteras sûrement une fois que cet épisode sera sorti, elle m'a confié, tu sais, se poser des questions sur les écoles, s'occuper des enfants, aller trouver les bons... c'est le confort qu'on a ici, un peu le confort matériel qu'on a vécu en Occident. C'est ici on a Dolorama, on va chercher des choses rapidement, ça coûte pas cher, etc. Donc il y a cette transition au niveau du confort qui est à faire. Elle m'a aussi dit qu'elle préparait, enfin que vous deux vous préparez tout ce qui était au niveau de la logistique, qu'est-ce qu'il fallait emporter, qu'est-ce qu'il fallait laisser, etc. Donc elle va arriver effectivement avec des questions, un nouvel environnement dans lequel elle devra s'adapter avec les enfants. Comment tu prépares l'accueil de ta tribu? Je pense que c'est pour elle, c'est normal hein, de se poser toutes ces questions. Pour moi, c'est très différent parce que, en fait, moi, je vois pas de différence du tout entre le Canada et le Congo, par exemple, en termes matériels, parce que je gère pas les enfants, hein, c'est elle qui gère. Donc, elle a des questions additionnelles pour les enfants au niveau logistique. Hein, les habits, on va acheter crew, on va faire tout ça, que moi, je n'ai pas. Moi, je m'occupe de plus l'école, ils vont aller où, les transports, la sécurité à la maison, les quartiers où est-ce qu'on va habiter, la maison, je vais une cour pour les enfants pour qu'ils puissent jouer à l'extérieur, chose qu'on n'a pas nécessairement au Canada. Donc, côté confort matériel, hein, c'est juste que au Canada, on a beaucoup de choses et on consomme beaucoup. Hein, on a beaucoup de choses. Oui, c'est moins cher, mais on a énormément de choses qu'on n'a pas besoin. Et ici, tu es obligé de streamline, de mettre des priorités sur ce que tu vas consommer parce que ça coûte cher. Effectivement. Mais de l'autre côté de la médaille, Rachel va passer 10 minutes, 15 minutes par jour à la cuisine. Hein, parce que là, maintenant, tu as des servantes à la maison. Effectivement. Les enfants, un ami. Alors qu'ici, c'est un luxe. On s'entend qu'ici, si vous deux, vous vouliez avoir, je sais pas, un gardien, une nounou à temps plein ou une femme de ménage ou un homme de ménage, peu importe, qui aide à la maison, c'est un luxe. Alors qu'à Kinshasa, c'est quelque chose d'accessible. Donc, en termes de qualité de vie, pour Rachel, ça va être différent. Exactement. Donc, ça va être mieux. Elle aura plus de temps à elle-même. Elle aura moins de temps de préparation, par exemple le matin ou le soir pour les enfants. Elle va plus faire, même si c'est avec des machines qu'on fait au Canada, elle va plus faire la lessive, nettoyer la maison, elle va plus jamais nettoyer la maison. Donc, elle a quand même beaucoup de choses. Et puis, elle va pas aussi me crier dessus pour nettoyer et puis ramasser après moi, parce que il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, je peux rester désordonné comme d'habitude et quelqu'un va nettoyer après moi. Je lui fais la blague maintenant parce que j'ai une servante à temps plein et moi je ne me ramasse jamais. Hein. Puis je lui montre la photo avant de partir au bureau, comment c'est tout désordonné, et je lui montre la photo après quand je suis revenu et tout est classé, tout est clean, mes chemises sont repassées, mes pantalons sont repassés. Amen. C'est propre quoi. Et la cuisine, il n'y a pas de vaisselle, ma nourriture qui est déjà faite, mis à table, you know? Patrick. C'est ça. Patrick, quand je viens m'asseoir, on me sert ma boisson. Patrick, connaissant Rachel, même si c'est quelqu'un d'autre qui ramasse, crois-moi qu'entre l'intervalle où tu auras fait le désordre et le moment où la femme de ménage sera passée, elle aura eu le temps de te faire la remarque.
Ah, ça, c'est son problème, ça. Ben écoute, moi Elle va s'habituer. je t'entends parler et je vois les images dans ma tête et je ne vois que du positif, évidemment. Il y aura des hauts et des bas, surtout pour elle, qui ça fait 23 ans qu'elle n'y est pas allée. Toi, tu as fait plusieurs allers-retours et justement, le fait d'être partie en éclaireur, parce que si tu étais partie du coup avec toute ta famille, ça aurait été une Oui, expérience différente pour vous tous. exactement. Et puis, moi, je pense que pour des gens qui considèrent retourner, c'est vraiment la clé d'un retour au pays. Pour vous dire, hein, ça fait 4 ans que nous, on planifie ça. Hein. On n'a pas décidé avant-hier de revenir. Hein. Mhm, C'est 4 ans qu'on en parle, on prend des décisions maintenant pour préparer ce retour. Et ça m'a pris aussi ces 4 ans-là pour apprivoiser Rachel petit à petit à l'idée de retourner. mhm, Donc, elle, sa vie, c'était au Canada, grosse hypothèque, mhm. maison en campagne. Ah oui, Euh, comment tu l'as convaincue? elle, c'était. Mais au fait, je pense que c'est la chance que j'ai eue avec ma femme, c'est qu'elle me fait beaucoup confiance. Mhm, Donc, elle a adhéré à ma vision parce qu'elle me voyait que je ne voyais pas mes racines, au fait, au Canada. Je veux que mes enfants soient congolais. mhm, Je veux qu'ils bâtissent leur avenir au Congo. Je veux qu'ils aient un impact conséquent au Congo. Je veux que mon patrimoine, que ce soit immobilier, euh, business et tout ça, que ça soit au Congo. Et je devais juste la convaincre que on pourrait avoir une meilleure vie ici au Congo, chez nous, mhm, et investir au Congo sans inquiétude de se dire qu'on est étranger. Quand mhm. moi je pars en Gaspésie, je vois les gens de la Gaspésie, ils aiment vraiment leur contrée. Ils peuvent te raconter des histoires de 5 générations dans cette contrée-là. Et moi, Mhm. je ne peux pas faire ça. Tu vois. Et même dans 5 générations, mes enfants noirs vont toujours être des étrangers, quoi. C'est vrai. C'est un Donc, point très important que tu mentionnes là. alors pour moi, c'était là-bas, mon expertise est normale. Hein. Ce n'est pas, je suis pas excellent ou je suis pas un luxe. Mais ici, je, quand on finit une saison agricole sur 100 hectares seulement, je peux voir la différence que ça fait dans la communauté rurale. Je peux voir l'argent qui circule. Je peux voir des enfants en meilleure santé. Je peux vraiment dire que non, j'ai vraiment fait quelque chose dans cette communauté et ils sont mieux à cause de moi. Par contre, au Canada, je me sens complètement inutile. Oui, oui, je peux comprendre ton ressenti. Et merci pour ce partage parce que c'est très personnel tout ce que tu dis. Maintenant, toi, tu es rentré en tant qu'entrepreneur parce que j'en parlais tantôt. Est-ce qu'on rentre en tant que salarié, entrepreneur? Et quand j'écoute ton parcours, j'ai l'impression que tu as plus entrepris que travaillé comme salarié. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, tu as complètement raison. J'ai beaucoup plus fait l'entrepreneuriat que être salarié. Et est-ce que tu penses qu'il y a Et une formule qui est peut-être plus intéressante qu'une autre? En même temps, si tu n'as fait qu'entreprendre, je suis sûre que tu vas prêcher pour ton église. Mais ce que j'essaie de faire comprendre aussi à la personne, aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on peut ouais, rentrer également en tant que salarié, on peut rentrer en tant qu'entrepreneur et que ces deux parcours ouais. avec des défis différents. Je pense que, comme tu as dit, hein, moi je vais prêcher par rapport à mon église, mais c'est parce qu'aussi j'ai une vision différente de la contribution de la diaspora au Congo. Mhm, Donc, pour moi, le pays qui a un taux de chômage de 80% pour les jeunes universitaires n'a pas besoin de plus d'employés. Il a besoin de gens qui vont venir créer 2, 3, 4 emplois localement et pour permettre à diminuer le taux de chômage. Donc, si quelqu'un me dit, moi, je vais aller chercher un emploi, je dis, mais tu vas chercher un emploi à toi et les autres 80% qui sont universitaires, qui ont fini ici, qui cherchent l'emploi. Mais maintenant, au niveau des emplois, je pense que c'est plus facile aussi pour quelqu'un de la diaspora d'avoir un emploi bien payant parce que les compagnies minières, les entreprises d'assurance, les banques vont chercher de l'expertise qui n'est pas localement, mhm, l'expérience qu'ils n'ont pas ici localement. Et puis souvent,
c'est la diaspora. Mais là, il faut aussi accepter des salaires. Hein. Ils ne vont pas vous payer $5,000 par mois pour commencer, c'est des 2 000, 2 500. Et quand les gens viennent de la diaspora, ils veulent prendre des appartements au centre-ville à 1 500, $2,000 pour un appartement d'une chambre à coucher, ben, tu vas pas survivre, quoi, Non, parce que c'est tu clair. veux, au fait, rester dans la même condition exacte qu'au Canada, mais ici, ça va te coûter les yeux de la tête. Donc, ma position est un peu biaisée parce que moi, je dirais, je favoriserais l'entrepreneuriat. Tu as 100 fois plus de chances de réussir en entrepreneuriat ici au Congo qu'au Canada, par exemple. Et tu as la capacité de créer aussi de l'emploi qui contribue directement au développement socio-économique du pays. Tu sais, Patrick, je pourrais parler avec toi pendant des heures. J'ai tellement de questions pour toi. Il y a tellement de choses qui passent dans ma tête en même temps. Mais je dois respecter mon temps. C'est bien intéressant tout ce que tu dis et ça fait un peu un écho à un message que j'ai reçu d'un Kori du Bénin qui lui est entré en portant les deux casquettes, celui du salariat et celui de l'entrepreneuriat. Donc on écoute son témoignage. Mon nom est Ebo, ou Dario pour certains. Je suis un Kori de Cotonou au Bénin, parti de Montréal au Canada. Alors moi, mon idée de rentrer au Bénin a toujours été très claire dans ma tête. J'ai toujours été convaincu du fait que je ferais autant le tour du monde que je peux, à magasiner autant d'expériences que possible, sur tous les plans, personnels, professionnels, financiers. Et une fois que j'aurais été prêt, que j'aurais trouvé la bonne idée, je rentrerai l'implémenter au Bénin, où je me sens le mieux. Donc moi, l'idée qui a suscité donc le démarrage de mon projet de retour, c'est un soir en 2012, un peu avant que je ne rentre à HEC Montréal pour faire un DESS en gestion et développement durable, quelques années après ma maîtrise en gestion de projet de l'ESG UQAM, où il faisait, je pense, avec le genre de soir où il fait dans les moins 30, et on se demande ce qu'on fait là en fait. Et on s'est dit, si on avait un pain de sucre sur la table à déguster, ce serait quand même sympa, quoi, avec la météo qu'il y a dehors. Pour ceux qui ne le savent pas, le pain de sucre est une variété d'ananas qui est atypique au Bénin, qu'on retrouve un petit peu au Togo aussi, c'est vrai, mais qui est vraiment une spécificité béninoise, qui est reconnue par tous les experts, sans vouloir être chauvin, comme un des meilleurs ananas au monde, de par sa saveur et son odeur. Donc on s'est dit que c'était vraiment dommage qu'on puisse pas en profiter parce qu'en fait le produit il est très difficile à exporter par bateau parce qu'il pourrit vite et par avion il devient relativement cher. Donc difficilement compétitif avec des ananas qui prennent le bateau comme ceux qui viendraient du Costa Rica par exemple. Et là moi je me suis dit si on n'est pas capable de le consommer frais, est-ce qu'on pourrait pas justement utiliser le fait qu'il se dégrade très vite pour en faire quelque chose à forte valeur ajoutée? Et c'est de là que l'idée de créer une eau de vie à base d'ananas pain de sucre est née. Donc j'ai soumis l'idée au Forum des entreprises socialement responsables d'HEC Montréal en 2014, un an après mon DESS, où on a gagné un deuxième prix, ce qui m'a encouragé à continuer, parce que pour le coup, discuter avec sa famille ou ses amis et soumettre un projet à un grand public, c'est pas la même chose. Ensuite, on a entendu parler d'une compétition de plan d'affaires co-organisée par le gouvernement du Bénin et la Banque mondiale qui était ouverte à la diaspora, à laquelle on a répondu. Et on a gagné un troisième prix et un fonds qui nous a permis de commander nos machines, de pouvoir financer finalement toute la phase recherche et développement. Jusqu'en janvier 2020 où on a finalisé un proof of concept qui nous permet aujourd'hui de mettre sur le marché nos premières bouteilles entre décembre 2020 et janvier 2021. Pour pouvoir vous donner la chance de goûter à ce beau produit qu'on a littéralement créé de A à Z. Parce que là, on était sur un produit très nouveau, en fait, et innovant. Alors, en parallèle, l'idée a toujours été d'avoir une occupation professionnelle, un emploi, déjà aussi pour payer les factures, qui permettait de pouvoir avancer sur le projet sans stresser. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un parcours très peu linéaire, parce que depuis Montréal, je suis passé par Taipei, Cotonou, pour ce projet-là et lancer un cabinet de conseil en RSE, responsabilité sociale des entreprises, et en divulgation extra-financière.
Ensuite, je suis allé au Sénégal pour rejoindre un cabinet de stratégie et de transformation opérationnelle, aussi pour m'imprégner des réalités de nos entreprises, de notre espace, donc UEMOA ici et de AO. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de revenir à Cotonou pour travailler pour une agence gouvernementale qui est logée dans une annexe du palais présidentiel, plus dans de l'innovation et dans du suivi de projets, de partenaires internationaux. Ensuite, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur le projet et donc pendant plusieurs mois, quasiment une année, on a vraiment accéléré tout le processus de matérialisation du projet, qui fait qu'aujourd'hui, donc l'entreprise Sagaco, qui est la distillerie qu'on a créée pour commercialiser le produit, existe, et le produit Ananas qui sera disponible bientôt. D'ailleurs, on organise une pré-vente du 1er au 31 décembre 2020 pour ceux qui veulent avoir les premières bouteilles en avant-première. Vous pourrez toujours vous rapprocher de moi ou sur la page Facebook du projet, de l'entreprise, donc qui s'appelle Sagaco. Vous pouvez chercher avec @drinksaga. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que mon projet s'est mis en œuvre, en gardant toujours à l'esprit d'être le plus réaliste possible. Ça n'a pas toujours été facile, voire difficile par moment. Et ce que moi je vous conseillerais, c'est vraiment de savoir pourquoi vous le faites. Ne vous accrochez pas forcément à l'argent dans un premier temps, parce que le choc entre les rémunérations que vous pouvez avoir à Montréal et celles de Cotonou ou de villes, de capitales africaines sont assez, le choc est assez important. Donc sachez pourquoi vous êtes là, sachez pourquoi vous voulez faire votre projet, et puis croyez en votre projet. Et quand il finit pas se réaliser, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était ma petite expérience et merci de votre attention. Patrick, tu viens d'écouter le témoignage de Dario. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais moi, en fait, ça m'encourage. Je vois son parcours et je pense que c'est accessible à beaucoup de gens qui veulent marier le travail, trouver un emploi professionnel et faire du business. Je trouve que c'est un bon moyen. La manière qu'il a approché ça, c'est un bon moyen de pouvoir retourner. Oui, ce que je vois surtout quand je l'entends, c'est qu'il a commencé à Montréal, c'est-à-dire il y a eu ce sentiment un peu de dépaysement que tout immigrant peut ressentir à un moment. Puis là, il pense à cette boisson-là ou ce fruit-là qu'il a l'habitude de consommer au pays. Et là, il se dit, mais je peux en faire un business. Alors, il monte un plan, il va concourir à HEC Montréal, il remporte le 2e prix, il se fait accompagner et il décide de rentrer explorer ce projet d'entreprise-là au Bénin. Il travaille parallèlement et là maintenant, il lance sa boisson. On voit que c'est un parcours de longue haleine. Quand il parle des années, c'est pas hier. Et tu le disais aussi, ça fait 4 ans que vous êtes en train de penser votre retour. Et lui aussi, ça a pris du temps. Il a réussi à jongler entre les deux. Et enfin, la fin 2020, il va nous proposer un prototype qu'on pourra goûter. Dario, on a hâte. Donc, je trouve que c'est des parcours intéressants. Toi qui es à fond dans l'entrepreneuriat, lui qui a fait les deux. Je ne sais pas si en ce moment, il est juste sur ce projet où il travaille parallèlement, mais c'est vraiment des parcours intéressants et atypiques, j'ai envie de dire. Et moi, je dirais aussi la raison pourquoi c'est en 2012-2013 qu'il commence avec l'idée d'Ananas, mais c'est 8 ans presque plus tard qu'il va faire le prototype. C'est parce qu'il a décidé de travailler, en fait. Donc, dès que tu pars au travail, et si c'est un travail qui demande beaucoup de temps, ben, tu vas mettre ton idée d'entreprise au placard, ou bien il va aller vraiment très lentement comparé à si tu te mets là-dedans à fond. Là, je dis pas que c'est possible à tout le monde de se mettre à fond. Moi et Rachel, on gère très strictement nos finances. Donc, quand j'étais au Canada, je prenais des jobs de consulting et tout ça pour rembourser les comptes. Elle aussi, elle est professionnelle dans le marketing et elle est professionnelle dans les soins infirmiers. Alors, en fait, toutes les décisions qu'on prend en couple, c'est dans l'objectif de nous implanter au Congo. Donc, il y a des sacrifices qu'on fait dans le but d'avoir cette capacité financière de survivre 2-3 ans ici au Congo, au cas où il y a un certain risque. Donc, nous, le retour au Canada, ce n'est pas une chose qu'on envisage. Ce que je veux dire, c'est que tu dois te concentrer sur la chose que tu veux faire. Si c'est le travail, c'est le travail. Si c'est l'entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat. Faire les deux, un des deux va toujours souffrir. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'il parle du fait qu'il est en famille. Donc,
Toi, par exemple, tu entreprenais déjà ici avant de partir, donc c'est peut-être différent. Je ne connais pas tous les détails pour ce qui est de la vie de Dario, mais je me dis, à un certain moment, quand tu rentres, que tu veux entreprendre et qu'il y a la famille, il y a les enfants, l'entreprise qu'on veut faire naître est également un bébé, et c'est un bébé égoïste et très gourmand. Donc, je peux comprendre qu'à un certain moment, au niveau du flux des finances, tu te dis, mais est-ce que je vais dans la bonne route finalement? Est-ce que je vais pas travailler pour au moins renflouer? Oui, moi, je peux pas conseiller d'aller avec la famille. Au fait, moi, chaque fois, les voyages deviennent un peu plus longs. Comme là, d'habitude, quand je voyage, je fais un mois maximum, mais je veux me taper 8, 9 voyages par année. Wow. Donc, c'est terrible comme dépense aussi. Mais là, j'ai fait des voyages plus longs. Et le déménagement est prévu pour l'été l'année prochaine. Le déménagement complet de tout le monde, c'est l'été l'année prochaine. Mais déjà, pendant les temps de fête, Rachel va venir ici passer 3 semaines avec moi, faire la prospection, étudier certaines opportunités qu'on est en train d'explorer. Et moi, je vais rentrer au Canada ensuite vers le mois de mars, faire quelques semaines et revenir. Donc, je reste plus longtemps à chaque fois. Et donc, dans les prochains, disons, 8 mois maximum, toute la famille sera ici. Donc, il y a des sacrifices à faire, mais moi, je pense que l'entrepreneur, la personne, dans ce cas, le mari, qui veut retourner, doit prendre le sacrifice et faire le sacrifice d'aller préparer le terrain pour la famille. J'ai une question pour toi avant qu'on se quitte. Tu as dit que Logix Global était implanté au Canada, avec des antennes au Kenya, en Côte d'Ivoire et en RDC. Et je t'avoue que c'est un peu la vision que j'ai. Quand je rentre au pays, que je vois toutes ces multinationales qui arrivent, qui sont des multinationales étrangères, je me dis, quitte à avoir des entreprises qui sont enregistrées en Occident, ce serait plus intéressant que ce soit des entreprises d'Africains qui ont la double nationalité ou pas, peu importe. Parce que ces personnes-là, la façon dont elles entreprendre, c'est pas de cette même façon qu'un Canadien ou qu'un Québécois entreprendrait. Tu parles beaucoup de l'aspect social, de redonner autour de toi, etc. Ces personnes-là, quand elles viennent entreprendre, elles prennent ce qu'elles ont à prendre et puis elles s'en vont. Au pire, elles vont faire des petits dons pour arranger leurs impôts, ou en tout cas pour avoir une belle image, mais ça ne sera jamais aussi personnel et important pour eux que ça ne l'est pour nous. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu as ton entreprise canadienne, que tu fais ton expansion en Afrique, est-ce que toi, Patrick, ou est-ce que tu es dans des démarches, ou est-ce que tu y penses, d'avoir des financements du Canada pour investir en Afrique? La raison qu'on garde l'entreprise au Canada, c'est parce qu'on a des avantages. Et je peux te dire, par exemple, que la majorité du financement dans notre entreprise, c'est des fonds propres depuis 2015, et aussi des fonds de la diaspora. Parce que nous, ce qu'on fait, on développe des projets agricoles en milieu rural qu'on gère, mais on fait du crowd investing. Ça veut dire c'est la diaspora qui investit de l'argent pour un retour sur investissement fixe à la fin de l'année. Ça peut aller de 20% à 50%, dépendamment du projet agricole. Nous avons levé des fonds avec vraiment juste de la diaspora, 100% des personnes qui ont investi, la diaspora congolaise. Et ils ont investi tous dans le secteur agricole. Et pour moi, j'ai choisi la sécurité alimentaire, l'indépendance agricole de l'Afrique. Et c'est un des plus grands secteurs qui emploie 70% des Africains. Donc, échouer dans ce secteur, c'est pratiquement impossible si tu es un bon gestionnaire. Alors là, tu ouvres une porte grande comme le monde, grande comme le continent. On a l'opportunité de te contacter et de voir les possibilités d'investissement en agriculture. Exactement. Imagine, nous, au Canada, un secure deposit va te donner 3%, 4% par année. Mais un projet agricole très bien géré, avec des professionnels et tout ça, tu as 50% l'année. Mais il n'y a aucun programme au Canada ou aux États-Unis qui peut te donner un tel montant de retour sur investissement. Mais en Afrique, c'est encore possible à ce stade du développement de l'agriculture. Et vous voyez, la majorité de la diaspora, à l'intérieur ils veulent savoir comment ils peuvent contribuer au pays. Ils sont conscients de la situation de l'Afrique. Mais ce qui manque, au fait, c'est le professionnalisme. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs africains qui prennent ce risque-là de bâtir vraiment des plateformes solides, des entreprises solides,
aux standards canadiens que ces diasporas-là sont habitués à travailler avec et viennent vers eux pour dire voilà comment on compte gérer cet argent et voilà les objectifs qu'on se fixe. Et nous, on n'a pas de problème à convaincre les gens de s'investir. Se faire accompagner, se faire supporter par les gens de ton pays va beaucoup plus loin que de l'argent d'une banque ou des investisseurs canadiens ou américains. Patrick, tu as été extrêmement généreux. On arrive à la fin de notre échange, toi et moi. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui écoutent le podcast Corridor? Mon dernier mot, ce serait l'Afrique a besoin de nous. Nos pays respectifs, nous les Africains, ces pays-là ont besoin de nous. Ce n'est pas qu'ils peuvent nous utiliser, ce n'est pas qu'on peut les aider. Ils ont extrêmement besoin de nous. Nous sommes le futur, nous sommes le présent et le futur de ces pays-là. Nous devons commencer à penser à un retour en Afrique, que ce soit personnellement en tant qu'entrepreneur ou travailleur, ou que ce soit financièrement en tant qu'investisseur dans des entreprises, des entrepreneurs africains qui rentrent. Et c'est le seul moyen de développer l'Afrique. Ça sera à travers l'entrepreneuriat et à travers le transfert de technologies de nous-mêmes, les gens de la diaspora, vers nos peuples en Afrique. On n'a pas besoin que cette technologie vienne de Blancs ou des Chinois. Il faut que ça vienne de nous-mêmes. Nous sommes déjà en Chine, nous sommes déjà en Europe et au Canada. On le ramène chez nous, on prend le contexte culturel mieux et on se met à travailler pour développer notre pays et notre continent. Et on se doit pour nos enfants et leurs enfants et aussi par respect pour nos ancêtres de retourner et de le construire. Tout ça est très bien dit. Je suivrai votre aventure à Rachel et toi de très près. Merci Patrick. Je vous souhaite bonne chance à vous et à votre famille. Et on se reparle très très bientôt parce que tu as dit beaucoup de choses qui m'intéressent. À bientôt. Bye. On arrive à la fin de cet épisode. N'hésite pas à commenter, partager tes réflexions sur le sujet du jour. Je remercie le studio Smart Lab pour la coproduction de ce podcast. À l'heure où il est de plus en plus important de faire entendre notre voix, auditeurs de Montréal, n'hésitez pas à venir nous voir au 4710 Sainte-Catherine-Est et à profiter de l'espace créatif mis à notre disposition. À la semaine prochaine.